main qui s'ouvre difficilement, une jambe qui refuse de bouger, des difficultés pour articuler, souvent ces problèmes résultent de lésions irréversibles du cerveau survenues pendant la grossesse de la mère ou autour de la naissance. On parle de paralysie cérébrale. Alors, les causes de cette paralysie cérébrale sont multiples. Elles peuvent être dues par exemple à une infection pendant la grossesse, à une grande prématurité, à un accouchement difficile, une maladie ou un accident vasculaire cérébral pendant les premiers mois de la vie. Mais dans près de 40% des cas, les causes demeurent inexpliquées. Ce qu'on va voir sur une animation, c'est que le handicap va être tout à fait différent en fonction de la localisation de la lésion. Alors environ 6 fois sur 10, c'est le lobe frontal, ce qui est situé ici en avant du cerveau, qui est touché, et donc les fonctions motrices. Donc il va y avoir une spasticité, les muscles sont très raides, très tendus, ce qui va rendre difficile leur utilisation. Un peu plus en profondeur dans le cerveau, derrière en fait cette structure ici, on a ce qu'on appelle les ganglions de la base. Ce sont différents éléments du cerveau qui sont impliqués dans la programmation des mouvements, et ils sont touchés dans 6% des cas. Ça provoque des dyskinésies, c'est-à-dire des mouvements involontaires répétés. Et puis également, ça peut toucher le cervelet, cette structure qui est tout à fait en arrière et en bas. C'est le centre de l'équilibre et de la coordination. Et quand il est touché, eh bien, les mouvements sont maladroits, comme la démarche par exemple qui est chancelante. Alors vous l'aurez compris, les formes des paralysies cérébrales sont très variées. Un enfant sur 2 a un retard intellectuel, 1 sur 3 ne peut pas marcher, 1 sur 4 ne peut pas parler. La même proportion pour les épileptiques. En tout cas, pour de nombreux enfants, les capacités d'apprentissage sont heureusement préservées, ce qui permet une scolarisation en milieu ordinaire et de belles réussites scolaires. Alors pour mieux comprendre les conséquences que peuvent avoir une paralysie cérébrale sur la vie quotidienne d'un jeune adolescent, Marika Julien et Christian Gallet sont allés rencontrer Melville. Ce Brestois, victime d'un accident vasculaire cérébral in utero, a accepté que nous le suivions pendant une journée. À 14 ans, Melvin est en 3e. Comme chaque mercredi après sa matinée au collège, il rentre étudier chez lui. Touché par une paralysie cérébrale qui handicape sa main et sa jambe gauche, il a bénéficié d'un suivi médical important. Une expérience qui influence aujourd'hui ses rêves professionnels. Bon élève, Melvin aimerait devenir kiné ou orthopédiste. La kiné, j'en fais souvent et du coup, j'aime bien manipuler. Voilà. Et l'orthopédie, ça m'a toujours plu. Des petites, dès qu'ils me faisaient mes attelles ou quelque chose comme ça, j'ai toujours adoré. À l'origine du problème de Melvin, un accident vasculaire cérébral survenu pendant la grossesse de sa mère. On se posait des questions, il n'évoluait pas comme un autre enfant, la main restait fermée et la jambe aussi traînée. Donc on a consulté et le diagnostic est tombé quand il avait 9 mois. Grâce au suivi médical dont il a bénéficié et à l'investissement de ses parents, Melvin est désormais autonome pour presque tous les gestes de la vie quotidienne. C'est un adolescent comme tous les adolescents. Il prend le tram, il va en ville, il va à l'école, il va au cinéma. Certes, il ne peut pas faire des choses, il ne peut pas aller à la patinoire par exemple. Mais oui, il fait la vie comme les autres copains. Et comme de nombreux adolescents, Melvin est fan de sport. Ping-pong, natation et football, des activités qui l'aident à affiner ses mouvements. Dégage-le ce ballon, c'est celui d'Enguerrand. Au niveau de la motricité, ça lui permet de développer sa jambe qui est paralysée et à la fois aussi au niveau musculaire. Ça lui permet de maintenir, voire d'augmenter sa puissance musculaire. Aujourd'hui, Melvin reprend l'entraînement après plusieurs semaines d'arrêt car il a dû subir une opération chirurgicale pour allonger le tendon du pied gauche. Avant, mes tendons n'étaient pas bien mis, ils étaient plus courts. Et donc, ils me les ont ragrandis. Et du coup, là, je trouve que c'est mieux. Du coup, je peux mieux marcher, je peux mieux courir. Le suivi médical est lourd, mais c'est pour ma santé. Parce que sinon, si je n'avais pas tout ce suivi médical, je pense que mon handicap serait pire que ça. Dans les gradins, Carole profite aussi de ces moments pour échanger avec d'autres parents. On peut être seul face à plein de choses et on ne connaît pas forcément tout. Donc d'échanger avec d'autres mamans qui nous orientent vers des pistes, appelle un tel, remplis tel dossier. Oui, ça aide énormément. Ouais. C'est des choses que des parents d'enfants non handicapés parfois ne peuvent pas comprendre à 100%. Et c'est normal, tant qu'on ne connaît pas la situation. Du coup, c'est aussi un soutien moral. À la maison, Melvin aide ses parents depuis qu'il est petit. Pour cuisiner, plier du linge ou mettre la table, il utilise encore beaucoup sa main dominante. Mais à chaque occasion, il essaie d'utiliser le plus possible la main gauche. Il faut vraiment que je m'entraîne à me servir plus de ma main.
Par exemple, vraiment, là, j'ai étalé la crème fraîche avec la cuillère de la main droite et j'aimerais bien essayer d'étaler aussi avec la main gauche pour bien m'entraîner à aussi faire mes lacets. J'arrive de temps en temps à les faire, mais je les serre pas trop, donc voilà. Mon but, c'est vraiment de le faire tout seul et d'être autonome. D'ici 2 ans, Melvin devrait commencer la conduite accompagnée. Il a déjà trouvé un modèle de voiture adapté qui lui permettra de passer le permis afin d'être encore plus autonome. Alors même si on ne guérit pas d'une paralysie cérébrale dans la mesure où les cellules ne se renouvellent pas, le cerveau est cependant capable de compenser et de se réorganiser. On appelle ça la plasticité cérébrale. Elle est particulièrement importante dans les premières années de la vie. Une prise en charge précoce est donc absolument primordiale. Oui, cette prise en charge, elle est évidemment multidisciplinaire. Médecins, évidemment, kinésithérapeutes, orthophonistes ou encore psychomotriciens qui aident les enfants à grandir et à se développer. Et sachez qu'il y a un nouveau type de prise en charge intensive qui est destiné aux enfants de 1 à 4 ans. Qui est appelée la méthode Habit-Heal. C'est une méthode actuellement en cours d'évaluation à l'échelle européenne. Elle est financée par la Fondation Paralysie Cérébrale et elle implique une stimulation constante des membres supérieurs et des membres inférieurs. Oui, cette méthode a montré qu'elle améliorait la fonction motrice de ses membres chez les enfants de plus de 6 ans. Vous voyez ce reportage de Marika Julien, Christian Gallet, Thierry Oden. On ouvre un peu là. Tu tiens avec tous les doigts. On se croirait presque à la crèche. On fait une glace avec ? Pourtant, nous sommes en pleine thérapie. Lilou a une paralysie cérébrale. Elle utilise peu sa main droite qu'elle a du mal à ouvrir. Léa s'occupe d'elle depuis 2 semaines. Et dans chacun des jeux proposés, elle l'incite à utiliser sa main la plus faible. Je te donne ça. Donc là, j'essaye de lui faire attraper des objets avec tous ses doigts, en ouvrant bien la main, chose qu'elle faisait moins bien au début du stage. Encore, mets les 2 mains, mets les 2 mains. Allez, on appuie. Horis, horis. Wouhou, la super glace! En jouant, Léa incite Lilou à faire les choses par elle-même. Dans les rééducations plus classiques, souvent le kiné va placer la main de l'enfant sur un objet. Là, c'est pas ce qu'on cherche. On cherche à ce qu'elle apprenne à commander elle-même sa main. Donc, je dois lui donner des consignes, lui dire mets encore les doigts, mets ce petit doigt-là, tu l'as oublié, et tout ça. Mais je dois pas prendre sa main et faire à sa place. T'es prête? Oui. 1, 2, 3. Avant le stage, les thérapeutes ont demandé aux parents et aux enfants de définir 5 objectifs fonctionnels à atteindre. Il s'agit de gestes concrets que l'enfant pourra réutiliser au quotidien. Pour Lilou, c'est ouvrir son sac, enfiler son manteau ou encore enlever des chaussettes. À partir des objectifs fonctionnels, on va définir des mouvements qu'on veut obtenir chez l'enfant. Et notre rôle, c'est de trouver des activités que l'enfant aime, des activités ludiques qu'il a envie de faire, de répéter. Et par ces activités ludiques et la façon dont on lui propose ces activités, on veut obtenir les mouvements qui nous intéressent pour réussir les objectifs fonctionnels à la fin. La méthode Habit-Heal est déjà validée chez les plus de 6 ans. À Brest, les enfants sont âgés de 1 à 4 ans et ils participent à une étude pour évaluer son efficacité chez les petits. L'hypothèse des chercheurs est qu'à cet âge, comme le cerveau est encore très malléable, cette thérapie sera encore plus efficace. Ah, c'est pour Rodrigo, ça. Quand les lésions cérébrales arrivent et qu'elles sont chez l'enfant petit, elles sont toujours là. Par contre, la plasticité, c'est-à-dire ce que le cerveau arrive à mettre en œuvre autour de ces lésions cérébrales, ça, c'est vraiment très dépendant de la stimulation, de la rééducation, et c'est là-dessus qu'on joue. Donc on ne guérit pas les lésions, mais par contre, on rend de la fonction, on rend de l'autonomie en sollicitant la plasticité cérébrale qu'il y a autour des lésions. Le stage de rééducation intensive dure 2 semaines. Les journées sont longues et bien remplies pour les enfants. Et en cet avant-dernier jour, Lilou commence à fatiguer. Chaque jour, sa mère vient la chercher pour la pause déjeuner. L'occasion pour elle de constater les progrès accomplis par sa fille. Elle a fait d'énormes progrès. C'est épatant. Entre le début du stage et là maintenant, elle fait des choses qu'elle n'avait jamais faites. Et elle ouvre la main spontanément. Là, par exemple, hier, elle a essayé d'ouvrir un tiroir. En se tenant, elle s'est tenue au meuble et elle a tiré avec la main droite. Ça, elle n'avait jamais fait. Après, elle a gagné en confiance en elle aussi. Donc, elle ose faire des choses qu'elle n'osait pas faire. On enlève les chaussettes ? Avant et après le stage, les enfants subissent plusieurs examens médicaux. IRM, électroencéphalogramme ou encore évaluation de leurs mouvements. Des éléments qui permettront d'objectiver ce qu'ils ont appris pendant ces 2 semaines bien chargées.
Oui, sachez que les résultats de l'évaluation de la méthode Habitil devraient être connus en 2021 ou 2022. D'ici là, d'autres stages seront organisés dans différentes villes d'Europe. Pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur le site internet de la Fondation Paralysie Cérébrale, fondationparalysieCérébrale toutaccroché.org. Voilà, c'est la fin du dossier.